Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier et, je l'espère, dernier vlog sur une série télé. Ça y est, pour une fois que vous me l'avez demandé, ça fait 8 ans que vous me demandez un vlog sur une série télé. Je vais en faire un sur The Mandalorian, étant donné que j'ai beaucoup traité de Star Wars dans l'histoire de la chaîne. J'aurais pu parler d'autres séries, genre Star Trek Picard, qui est une série qui est beaucoup plus proche de mon cœur, mais je me suis dit que ça vous intéresserait beaucoup moins. Surtout parce que c'est l'une des meilleures créations qu'ait réalisé Disney Lucasfilm depuis le rachat de la boîte. C'est une des histoires qui est les plus intéressantes, qui est les plus riches en univers, en background, en explications, en contexte, à peu près tout ce qui manque dans les autres films en fait. Ça ne va pas sans certains défauts, notamment parce que la série est beaucoup en dents de scie. J'ai déjà vu la série une première fois. En fait, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais binge-watcher les épisodes. Je vais vous faire d'abord une petite critique rapidement de ce que je me souviens de la série, et ensuite on va binge-watcher et se refaire les épisodes un par un pour que je puisse vous faire des commentaires un peu plus localisés. Peut-être du coup que la vidéo sera en 2 parties, je sais pas si elle sortira en une seule. Il y a que 8 épisodes, et le truc c'est que plus de la moitié d'entre eux font en dessous de 35 minutes. C'est genre des épisodes d'une demi-heure, sur un format qui est censé être de 45 minutes, 1 heure en principe. Donc il y a des épisodes où ils ont tellement rien à raconter, qu'alors qu'ils te font un épisode spécifique et séparé du reste, et l'épisode fait même pas une demi-heure parce que ils avaient pas assez de script à foutre dedans, quoi. C'est le premier contenu spécifique à Disney+, qui soit sorti dans le monde. On vient de le recevoir, nous, en France, avec Disney+, qui vient d'arriver, mais aux États-Unis, c'est sorti depuis quelques temps. Et la série sort en hebdomadaire. C'est pas une série binge-watching au style de Netflix. Le but, c'est qu'en fait, on entretienne l'aura de la série sur plusieurs semaines, en sortant les épisodes régulièrement, il y a plusieurs semaines d'écart, ce qui fait que The Mandalorian est resté dans Twitter, dans les articles de journaux, dans les machins, pendant plusieurs semaines, au lieu de tout dumper d'un coup, on en parle pendant une semaine, et puis après c'est fini. Donc, c'est une façon particulière de bosser, mais c'est leur méthode aussi, on a le droit de faire un truc différent de Netflix. Je sais pas si la consommation en binge-watching est vraiment la meilleure. Je trouve que le binge-watching a beaucoup fait retirer de l'importance et de la saveur, en fait, de ce qu'on regarde. C'est vraiment devenu un truc pour te distraire, et plus quelque chose que t'as envie de voir. Bien sûr, il y a des séries qui nous donnent envie, des trucs dans ce genre-là, mais le fait de tout avoir comme ça d'un coup, il y avait quelque chose, j'ai l'impression de faire un peu vieux boomer comme ça, mais il y a quelque chose qui est intéressant dans le fait de devoir attendre une semaine pour avoir la suite de l'histoire, et le fait de ronger tes ongles et de te dire putain, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont faire, c'était quoi ce cliffhanger, etc. Bon, quand c'est bien écrit, bien sûr. Dans The Mandalorian, c'est pas trop le cas. Même si c'est pas mal écrit, hein, Jon Favreau a pas fait un si mauvais travail. Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man, a écrit cette série, et je sais pas s'il en a réalisé, je crois pas qu'il en a réalisé un, mais il était producteur, il était derrière tout le système de production. Ce sur quoi on va revenir, vite fait sur les problèmes inhérents à Disney+ lui-même. Vous avez probablement dû voir le cul poilu de cette jeune demoiselle dans Splash, à cause de la censure drastique que pratique Disney sur absolument tous ses contenus, que ce soit la censure vis-à-vis la nudité féminine, et ils ont également censuré beaucoup de leurs anciens animés qui avaient des connotations raciales un peu particulières, et beaucoup de clichés, des choses dans ce genre-là, notamment je crois qu'il y a un truc dans Fantasia, le bon visage de Minstrel et tout le bordel, donc c'est vrai que c'était particulier, mais on ne doit pas mettre son histoire sous le tapis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si je voulais ça avec Autant n'importe le vent quand j'ai fait ma vidéo sur Autant n'importe le vent. Le but c'est pas de mettre l'histoire sous le tapis, le but c'est simplement de ouvrir enfin les yeux sur ce qu'on regarde. C'est très bien d'ouvrir les yeux sur le contenu raciste ou racialement connoté en général de Disney, le Song of the South aussi par exemple, mais c'est mal de l'effacer de l'histoire, c'est mal de l'effacer du contenu lui-même. Diffusez-le avec un avertissement, un petit court-métrage, avec un petit truc, ils appellent ça des PSA, des vidéos pour communiquer des idées, des problèmes, etc. Mais coupez pas la scène, recadrez pas le plan pour faire disparaître le truc raciste, enfin c'est encore plus ridicule que le reste, quoi. C'est vraiment cacher ces vieux squelettes dans le placard, et personne n'est dupe parce que tout le monde sait ce qu'ils ont envie de cacher dans le truc. Donc voilà, je suis revenu vite fait là-dessus, mais ça n'a pas à moi que le sujet qu'on va traiter là-dedans, mais je savais que quelques-uns allaient me poser la question dans les commentaires, donc voilà pour mon avis sur la censure Disney+. Pour revenir du coup à The Mandalorian, j'ai expliqué que Jon Favreau avait mis une main dans la réalisation notamment, et en fait le scénario semble plus écrit pour savoir comment on va le tourner, ou pour faire des tentatives et des essais de tournage, que pour écrire une histoire qui soit cohérente. Qu'est-ce que je veux dire par là? The Mandalorian est la première série qui exploite une nouvelle technologie qui mélange le monde du jeu vidéo et du cinéma. C'est en fait, au lieu d'utiliser des écrans verts, qui peuvent être embêtants à retirer ensuite en post-production, pour les mecs qui font les effets visuels, c'est pas toujours évident de bien nettoyer un fond vert. Et comme ça ne produit pas la bonne lumière, c'est une lumière qu'on doit gruger ensuite, donc c'est pas assez compliqué, on a trouvé un nouveau système récemment. C'est une pièce remplie de LED. J'avais dit un mur de LED, mais le plafond est rempli de LED, donc les LED, c'est une petite lumière.
qui, comme des écrans télé LED, peuvent afficher des images. Et en fait, cette énorme salle écran télé, où l'entièreté des murs, du sol et du plafond est un écran, est reliée à un système qui fonctionne sur Unreal Engine, un moteur de jeu vidéo, et qui permet de simuler des décors de façon photoréaliste, en temps réel, et non seulement ça, mais aussi de s'accrocher à la caméra, qui a à l'intérieur un gyroscope et qui est traqué ensuite par des petits capteurs un peu partout, pour adapter spécifiquement dans la fenêtre qui est concernée par le plan qu'on est en train de tourner, le décor au plan qu'on essaye de faire. C'est une technique qui est absolument révolutionnaire, qui est extrêmement cheap, et c'est pour ça qu'une série Star Wars a pu être réalisée, c'est parce qu'ils ont trouvé un moyen extrêmement cheap de pouvoir créer de nouveaux environnements et de nouveaux décors très facilement, et tous les décors de cette série ont été créés ou revisités avec l'idée d'exploiter ces technologies. Pour vous donner un exemple, il y a un épisode, le 3 ou le 4, je sais plus, où le Mandalorien va sur une planète forestière, et il arrive dans un petit bar. Comme par hasard, le bar est rond. Pourquoi? Parce que la pièce dans laquelle il tourne est ronde, et en fait, le bar, ils l'ont jamais construit. Tout ce qui est réel, c'est les tables, les chaises, les accessoires qui peuvent se balancer, le truc dans ce genre-là, mais toute la pièce est fausse. Sauf qu'elle est fausse, mais photoréaliste, vu du point de vue de la caméra, et elle produit sa propre lumière, ce qui veut dire que tout ce que tu tournes a une lumière réaliste et correcte, là où vous aurez dû la reproduire, ce qui aurait été très long à faire sans un écran dans ce genre-là, faut installer tout un tas de projecteurs un peu partout, etc. Mais ce qui veut dire aussi que quand un personnage porte quelque chose de chromé ou de métallique, genre le Mandalorien, eh bien le décor se reflète sur son costume, pour peu qu'il soit tourné vers le bon côté de l'écran, et donc tu as les bons reflets et tu as l'impression que le personnage est vraiment dans l'environnement que tu es en train de tourner. C'est une technologie qui est assez révolutionnaire, et ils ont beaucoup perfectionné cette technique avec The Mandalorian. Il y a beaucoup de responsables d'Hollywood qui sont passés sur le plateau du Mandalorian pour voir comment est-ce que ça rendait, parce que cette technologie est assez révolutionnaire et permet de faire des choses extraordinaires, mais on ne sait pas encore quoi exactement, donc tout le monde est venu voir comment est-ce que Jon Favreau, Disney et les différents réalisateurs qui travaillaient sur cette série, et réalisatrices, parce qu'il y en a eu beaucoup sur cette série-là, ont utilisé et exploité ce truc, et c'est vrai qu'au début ils utilisaient juste l'écran, et petit à petit vers la fin ils se sont mis à rajouter des décors semi-construits en réel, et pour augmenter dans l'écran, des trucs qui sont assez intéressants, et qui, pour une série, permettent de faire des trucs assez ouf pour vraiment pas très cher, même si on est limité par rapport à l'interaction avec le décor, etc. Et ça pourrait permettre dans des films, qui pour le coup ont peut-être plus de temps pour additionner ça à d'autres techniques, de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant, qu'on aurait pu faire de façon moins bonne, qui aurait été moins intéressante à regarder, beaucoup plus facilement. Donc c'est une technologie qui est vachement intéressante, mais tu sens que c'est autour d'elle que tourne toute l'écriture du scénario. Mon principal problème avec cette série, et ensuite on va passer aux épisodes, je vous le promets, c'est sa mascotte. Pour trouver une façon de faire en sorte que les gens aient un attachement quelconque à cette série, Disney s'est dit, il faut qu'on trouve un petit personnage qui soit attachant, mignon, et dont les gens vont faire « Ah, il est mignon !» et donc vont vouloir le voir, vont vouloir acheter de la marchandise, vont vouloir machin. Et ils ont créé Bébé Yoda. Un mini Yoda avec de grands yeux. Et c'est un petit peu la technique de base de Disney. Tu fous des gros yeux qui brillent sur à peu près n'importe quoi, ça a l'air mignon. C'est un peu une technique de base pour donner un truc un aspect mignon. Et ce qui me fait chier avec Yoda, c'est qu'il dépasse pas ça. Il ne dépasse pas la technique de base d'avoir l'air mignon. Ce personnage a fonctionné parce qu'il a l'air mignon. Point. Il a quelques légères interactions avec le Mandalorien, mais c'est à ce moment-là que tu te mets à rentrer dans les incohérences par rapport à ce qu'il est lui-même et par rapport à l'histoire. Bébé Yoda n'a aucun sens. C'est un bébé, et en tant que bébé, il comprend rien au monde qui l'entoure, il a du mal à y faire face, il n'a pas vraiment les moyens d'y faire face, donc c'est une petite chose en danger que le Mandalorien doit donc protéger, et il ne parle pas du tout, donc il y a pas moyen de connecter avec lui grâce à la parole, quoi. Le truc, c'est que Bébé Yoda a 50 balais. Et un bébé de 50 balais, ça n'existe pas. Une race qui ne grandit pas pendant les 50 premières années de sa vie crève. Je sais pas combien de temps il a mis pour développer ces légers pouvoirs de force qu'il a ici, mais je vais y revenir dans 2 secondes. Mais c'est juste un truc incohérent en termes de nature, quoi. Tu peux pas avoir un bébé un truc qui reste bébé pendant 50 ans. Mais parfois, ce bébé de 50 ans, parce qu'il a quand même 50 ans, va avoir quelques petites attitudes un tout petit peu plus réfléchies.
Il va parfois se lever et marcher, alors que t'as l'impression qu'il peut pas, en principe, il vit dans un landau, donc t'as l'impression qu'il est pas censé pouvoir marcher du tout. Et parfois, il va simplement être posé dans un coin, en train de boire un petit café ou de boire un petit thé, de regarder le truc. Comment un bébé peut tout seul prendre son petit café avec sa petite tasse et boire et regarder le truc et machin. Et ce qui est c'est définitivement incohérent et aberrant avec ce truc-là, c'est qu'à un certain moment, il se met à utiliser sa magie. Alors, il y a un moment où il utilise la guérison de force, là, que Rey a utilisé dans l'épisode 9, qui avait donc été introduite grâce à Mandalorian, l'épisode qui est sorti la semaine avant le film, je crois. Et, à d'autres moments, cette créature qui, semble-t-il, est du côté lumineux, fait des étranglements de force à la Vador. Donc tu comprends pas, déjà, est-ce que le truc est censé vraiment être en danger s'il peut faire des étranglements de force? Enfin, je vois pas à quel moment est-ce qu'il peut être en danger, il peut faire léviter certains trucs à d'autres moments, enfin Et tu dis, les deux choses se marient pas du tout, quoi. Mais alors, le pire truc par rapport à Bébé Yoda, c'est vraiment le principe qu'il ait 50 ans. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce que Yoda, qui était le plus vieux personnage connu de Star Wars, avait 900 et quelques années. Le truc, c'est que si on reste dans cette logique que c'est pas qu'il vit longtemps, c'est qu'il vieillit lentement. C'est-à-dire qu'à 50 ans, t'es quasi un nouveau-né, t'as même pas l'équivalent d'un bébé de 1 an. Ça veut dire qu'à 900 ans, Yoda devrait avoir le physique pour son espèce et la mentalité d'un adolescent de 18 ans. Alors je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ce délire de jusqu'à 50 ans c'est un bébé quoi. Est-ce qu'ils vont aller nous faire un truc genre ça évolue comme une espèce de papillon, c'est-à-dire que au bout de 50 ans le truc va se foutre dans ce sera probablement en saison 2 parce qu'en saison 1 pas de réponse. Est-ce qu'au bout de 50 ans le truc va se foutre dans une espèce de chrysalise, va muer et d'un seul coup perdre sa peau et devenir un truc? Je sais pas, mais peu importe comment c'est montré, c'est complètement aberrant sur le principe quoi. L'espèce de Yoda vivait longtemps. Personne n'a jamais dit qu'il vieillissait lentement. La preuve, c'est qu'il est complètement grabataire avec sa canne et tout le bordel, quoi. Il a même un fauteuil roulant, volant en tout cas, dans l'épisode 2. Donc, c'est probablement parce que ça va plus vite pour lui. Il a des petites jambes. Et le truc le plus con dans tout ça, c'est qu'a priori, en 50 ans, vraiment, le truc a rien appris. Puisqu'il a toujours pas appris à parler, étant donné qu'il semble avoir une légère appréhension du monde autour de lui, etc., à certains moments du truc, tu dis, comment c'est possible que ce truc, au bout de 50 ans, n'ait pas évolué? D'un pouce, quoi. Il a rien appris. Il n'apprend rien en 50 ans. Il se comporte vraiment comme un poupon, quoi. En 50 ans, il a pas évolué. Moi, je peux pas. Vraiment, je peux pas un truc comme ça. Mais, voilà pour ce qui est de mes griefs de base avec la série, avec quelques petits points négatifs. Il y a quand même quelque chose qui sont assez intéressantes dans la série. Notamment les personnages qui sont plutôt bien développés, mais là, pour le coup, on va y revenir avec le retour épisode par épisode. Donc, ça va être parti pour moi, je vais commencer mon binge-watching. On se retrouve après l'épisode 1. À tout de suite. Premier épisode de The Mandalorian, ingénieusement appelé The Mandalorian. On va le prononcer en français pour le reste du truc, hein, le Mandalorien. Premier truc qu'il faut que je me rappelle, dont je me suis rappelé du coup en voyant ce premier épisode, c'est, du coup, donc les lumières sont fidèlement reproduites par le système qui permet de créer le décor visuellement, ce qui fait que la majeure partie de la série est tournée en lumière réaliste. Je sais pas à quel point ils ont pu retravailler en mettant des lumières, parce que si tu fous un projecteur au milieu du truc, il est un peu visible à mon avis, et il va faire une ombre, il va faire des trucs, mais c'est vrai qu'il y a des ombres qui sont tellement directes et marquées, qui font vraiment genre l'ombre du soleil quand ils sont dans des grands espaces, quand ils sont à l'extérieur. Il n'y a eu aucun tournage extérieur dans cette série. Tout a été tourné en studio dans la même pièce. Donc quand vous voyez un plan extérieur, allez pas vous imaginer, ils sont allés faire un petit tour dans le désert, ils sont restés dans le même studio du début à la fin de la série. Mais du coup, ça travaille une lumière réaliste pendant à peu près toute la série, et ce qui est intéressant, vu qu'on parle d'un Mandalorien, qui est donc un personnage plus sombre, avec un passé plus particulier par rapport à l'histoire générale de Star Wars, où on voit plutôt des jeunes adolescents pleins d'espoir et de fougue, c'est que la série est beaucoup plus sombre, et on va beaucoup plus travailler la pénombre et les lumières plutôt tamisées, ce qui rend un style assez particulier. Je vais pas dire que c'est unique dans l'univers de Star Wars, parce qu'ils sont à peu près tous en lumière réelle depuis le 7, depuis Rogue One. Le 7 était encore un peu de la lumière de studio. Vraiment, la lumière naturelle, ça a commencé à partir de Rogue One, ça a été repris dans The Last Jedi. The Rise of Skywalker, je saurais pas dire, je suis pas sûr que ce soit de la lumière naturelle, c'est plutôt du truc de studio. Je crois que la lumière naturelle, c'est vraiment pas le truc de J.J. Abrams. Il veut des lumières de films qui rendent vraiment grandioses, quoi, qui font assez hollywoodiennes. Mais là, du coup, on a un travail particulier qui donne une ambiance
tamisée, assez particulière, un peu sombre, un peu crasseuse, et vu qu'on est au milieu de tous les trucs de mercenaires, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Il y a un truc qui est assez rigolo, qui va être filé pendant toute cette série par rapport au The Last Jedi notamment, c'est un travail par rapport aux animaux. Tu sais, je vous dis que depuis le début, ils défendent un aspect un peu pro-vegan, tout le truc avec les porgs dans The Last Jedi qui veulent empêcher Chewbacca de manger l'un des leurs. C'est vraiment toute l'idée du truc de dire c'est terrible, c'est inhumain de manger des animaux, etc., etc. Ils ont un certain sadisme vis-à-vis de la bouffe dans cette série-là, pour te montrer qu'en fait, bah non, c'est naturel et les gens mangent et c'est le cycle de la vie. Après tout, il y a bien des gros poissons qui essaient de les bouffer eux aussi, hein, les humains, donc là vraiment la chaîne alimentaire est plus vivante que jamais et on n'est pas forcément au-dessus. Il y a dans le premier épisode, il y a un passage où il y a l'espèce de chien de Jabba le Hutt qui est en train de regarder un des liens en train de frire sur une broche et tout. C'est ultra sadique, c'est horrible comme truc. Ça me rappelle aussi que la série démarre systématiquement après un truc qui présente le fait que ça se déroule dans l'univers Star Wars, et je trouve ça ignoble. Il y a un truc avec une lumière qui passe autour de différents masques et visages de robots et des trucs dans ce genre-là qui font l'univers Star Wars. Avant d'afficher le truc, je trouve ça dégueulasse, absolument dégueulasse. Et c'est vraiment... tu sens le côté marketing du truc. Star Wars, c'est Star Wars, quoi. C'est un univers. Tu montres juste les lettres, le titre, ça y est, ça t'évoque tout le truc. Te montrer tous les personnages, tous les masques mythiques et tout ce genre-là, tu fais, c'est vraiment une licence commerciale, un truc à vendre. Je sais pas pourquoi ça m'a donné cette impression-là, mais c'est vraiment le truc de, regardez, vous aimez ça, et vous aimez ça, et vous aimez ça, c'est Star Wars, et ben, tenez, on vous offre The Mandalorian. Et tu fais, ouais, tu sens que vous nous forcez un petit peu à rentrer dans le truc, quoi. La série commence avec l'introduction du premier plot device, particulièrement, cheap qu'ils vont utiliser dans ces séries. L'un de ces plot devices est un appareil qui s'appelle, enfin je sais pas comment ça s'appelle, c'est un détecteur quoi en gros, c'est simplement un radar quoi pour voir où est ta cible. Et le truc fonctionne par magie. C'est-à-dire que le truc est capable de détecter des personnes qui n'ont pas l'air d'avoir des marqueurs, des traceurs particuliers qui ont été collés sur eux, qui n'ont pas l'air d'avoir une puce particulière qui pourrait être traquée. Et on va noter dans ce premier épisode, par exemple, que il y a un tracker par cible. Quand il vient, il n'a pas un tracker sur lequel il a placé les coordonnées de toutes les personnes qui devaient, ou je sais pas, les signes vitaux de toutes les personnes qu'il devait trouver, que je sais pas comment il détecte les trucs. Il a 4 détecteurs et chacun détectait une cible particulière. Ça sera important pour les problèmes qui vont arriver ensuite. Ce qui me fait rire avec ce truc, c'est à quel point, bon, scénaristiquement ça va être cheap, mais je trouve que visuellement c'est cheap. C'est littéralement une boîte en plastique avec un câble en nylon qui est retenu par un, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un clamp, enfin un truc pour l'attacher quelque part, quoi, ou un truc pour serrer. C'est juste ça, quoi. C'est une boîte avec un câble, un fil en nylon, un câble métallique qui ressort et un petit truc pour le pincer au-dessus en forme de pointe et que ça aille dans une direction. Ça fait cheap visuellement et en même temps, quand tu fais du Star Wars, tu dois un peu travailler un côté rétro-tech parce que c'est de la technologie qui date des années 70 et on lui donnait un look particulier à cette époque-là et tous les trucs ne marchaient pas forcément à notre époque. Il faut que tu aies une technologie quand même malgré tout un peu imposante, un peu machin, et un peu rustique, quoi. Et donc je sais pas exactement ce que j'en pense, mais visuellement je trouve ça ultra cheap comme truc. Le problème majeur posé par le fameux détecteur, c'est même pas qu'il y ait une différence de traitement entre l'épisode 1 et l'épisode 3, c'est surtout que vous mettez un appareil de ce genre, qui, a priori, on n'explique pas vraiment comment ça fonctionne, on n'explique pas comment ça traque les choses, il semblerait que l'appareil puisse détecter des gens. Juste comme ça, quoi, les gens eux-mêmes, et qu'ils puissent les traquer et les machins. Si un appareil comme ça existe, personne ne peut se cacher dans la galaxie, et donc il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de Luke Skywalker qui peut tranquillement aller aux quatre coins du monde, parce qu'on peut les retrouver n'importe où et n'importe comment. Donc ça bousille un peu tout l'univers Star Wars de créer cet appareil-là. Bon, on sait pas si ça vient d'être créé ou si ça existait avant, mais dans l'univers Star Wars, généralement, les technologies, elles sont pas toutes neuves, quoi, généralement. Donc voilà le problème que pose ce genre d'appareil et ce genre de cohérence dans la saga. Alors on commence très vite par découvrir notre personnage principal dans cet épisode, le Mandalorien, qui débarque dans une cantina, qui est un truc classique de Star Wars, et la série va beaucoup faire pour travailler le lore de la série. C'est ça qui est vachement intéressant dans cette série, c'est que bizarrement avec un décor ultra restreint à une seule pièce et etc., ils ont fait des trucs qui travaillent beaucoup plus le lore et l'univers de Star Wars que les 3 films, quoi, presque que les 3 films réunis. Donc on le découvre quand il arrive pour récupérer sa cible, et on commence du coup à bâtir l'aura du personnage. C'est un personnage qui ne va jamais retirer son masque de toute la série, puisque c'est la tradition des Mandaloriens qu'on évoque clairement du coup avec le premier épisode, on dit que c'est comme ça que ça se passe, et il a donc une attitude très particulière, très badass, évidemment.
c'est un des rares personnages qu'on voit dans Star Wars qui cherche clairement à tuer et à tuer de façon parfois un peu sale et spectaculaire, genre la porte au début du truc. Tout le monde du coup s'est dit, oh on va peut-être avoir un truc vachement plus sombre et tout. Un petit peu, mais pas à ce point-là, il n'y a pas des démembrements dans tous les trucs et tout, et puis on a déjà eu des mains coupées dans Star Wars traditionnel, quoi. Les Disney Star Wars, non, je l'ai fait, cela dit. Mais voilà, c'est vrai que du coup, c'est un style qui est très différent, et pour beaucoup de gens qui se sont plaints du côté poupon et Disney de Star Wars en général, bon, malheureusement, il y a bébé Yoda, mais c'est vrai que ça fait du bien un peu dans le style de se dire, non, je vous rappelle quand même que lui, c'est un mercenaire, et qu'il y a des machins, et que tout le monde peut pas agir de façon parfaitement propre dans un univers comme ça. Et on commence déjà à faire à développer le fait qu'il soit assez puissant, quoi. Il y a un moment où il est mis en garde, mis en joue par 3 Stormtroopers, c'est un peu plus tard dans l'épisode, ou 4 Stormtroopers, ils lui disent on est 4 contre 1, et le mec fait ça me va. Donc tu vois quand même que le personnage est un personnage assez particulier, assez roublard pour le coup, qui a l'habitude de se battre, mais qui manifestement s'en sort plutôt bien parce qu'il est toujours là, quoi. Là au début, il s'approche d'un des personnages, et même si le personnage n'est pas particulièrement agressif envers lui, il le regarde, il lui dit avec sa voix, c'est sa première réplique de toute la série, je crois, je te ramènerai chaud ou froid, quoi. Ce qui là encore une fois montre bien sa personnalité. Donc c'est vrai qu'on a, pour un personnage qui est toujours masqué et qui va sortir peut-être un maximum de 10 phrases par épisode, parce qu'il parle pas beaucoup en plus, c'est vrai qu'il a plutôt réussi à bien développer une personnalité. Et quelque part, c'est quelque chose dont j'ai débattu de ça avec quelqu'un il y a pas longtemps, mais un personnage qui ne dit rien, c'est aussi quelque chose d'assez imposant. Des personnages qui ont peu de mots, des personnages qui peuvent s'exprimer en peu de choses, ou qui ont une aura suffisamment importante pour qu'ils aient pas besoin de parler presque. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent exister, c'est pas forcément du mauvais travail, parce que on dit souvent que certains personnages sont pas bien développés, pas bien travaillés, qu'on n'a pas assez de choses sur eux, et ils se disent, bah oui, mais du coup, s'ils parlent pas, t'en as encore moins, oui, mais du coup, t'as tout un jeu de corps, t'as tout un jeu d'attitude, t'as tout un jeu de comportement en général, qui peut travailler à créer ce personnage, et The Mandalorian, pour le coup, le fait relativement bien, voire même très bien en vérité. J'y pense, mais c'est plutôt logique finalement qu'on ait confié le Mandalorian à Jon Favreau, vu qu'il a fait Iron Man, un personnage qui lui-même, en principe, est masqué majeure partie du temps, quoi, et qui doit donc faire en sorte que sa personnalité transparaisse à travers son costume, même si dans Iron Man, on est dans un film très hollywoodien, donc évidemment il ouvre son masque les 3 quarts du temps pour que tu puisses le voir jouer, et que tu puisses voir sa belle gueule. Comme c'est le premier épisode, on met en place tout ce qui est son quotidien, c'est-à-dire le gars avec qui il va voir régulièrement pour avoir ses missions, par exemple, interprété par Carl Weathers, qu'on va revoir dans d'autres épisodes, donc on en reparlera. On va instaurer sa haine des droïdes, assez mal pour le coup. Honnêtement, quand j'ai commencé à voir un épisode comme ça où il avait du mal avec les droïdes, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il pouvait avoir un tel problème avec les droïdes. Je m'étais dit, comme le mec est un mercenaire et qui fait des trucs qui sont un petit peu louches quand même, les 3 quarts du temps, il veut pas de droïdes, parce que les droïdes, bah, ça enregistre tout ce que ça voit. On l'a vu avec C3PO, par exemple, récemment dans l'épisode 9. Et du coup, il a pas envie qu'il puisse avoir un témoignage possible de ce qu'il a fait, s'il fait des actions illégales, quoi. Pas du tout. Honnêtement, à l'heure actuelle, je me rappelle plus pourquoi est-ce qu'il aime plus les androïdes. La seule chose dont je me souviens, c'est que c'était extrêmement décevant, et que ça servait à pas grand chose. Donc on essaye de le mettre en place ici avec le moment où il va chercher sa voiture au parking, et on doit l'y emmener en speeder parce que le parking est assez éloigné. J'y reviendrai dans 2 secondes à ça. Et il le voit, il fait non, je veux pas de droïde, il demande à être conduit par un mec normal. Je m'étais dit que c'était parce qu'il avait pas envie qu'on suive ses traces ou un truc dans ce genre là, quoi. Mais non, pas vraiment. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils mettent ça en place, et à la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'il fait? Il collabore avec un droïde, et genre, il lui faut 2 minutes pour lui dire, ouais, ça va finalement, t'es pas si mauvais que ça, on peut peut-être bosser ensemble et tout. C'est quoi ta haine des droïdes, si au bout de 2 minutes avec un droïde qui fait à peu près son job, tu t'es super content, et ça pourrait presque être ton pote, quoi. Autre chose paradoxale avec ce droïde, il passe son temps il y a une scène donc de baston où il va défoncer un peu tout le monde qui tourne. Le droïde est super cool, il a des mouvements qui sont très particuliers, qui prennent totalement en compte le fait qu'il soit un androïde. Ses jambes peuvent se pivoter sur elles-mêmes au lieu de qui marche. C'est plutôt super cool. Mais alors tu peux le buter en une balle. Hors caméra, hors champ même. Mais tu peux le buter en une balle a priori en visant correctement la tête. Tu te demandes quand même pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul des mecs qu'ils ont buté dehors qui a essayé de viser la tête, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a quand même plusieurs qui avaient des angles assez libres pour pouvoir le toucher facilement. Bon, bref. Pour le coup, j'ai pas aimé le côté je vais m'auto-détruire toutes les 5 secondes, j'ai pas trouvé que c'était très rigolo, que ça apportait quoi que ce soit de plus. Et c'est vrai que par rapport à la haine travaillée entre le Mandalorian et les androïdes, je sais pas, ça me semble particulier, quoi. On va teaser le passé du Mandalorian, avec un petit flash qui te montre une ville attaquée, et des gens qui le sauvent et qui le mettent dans un truc, etc.
Et écoutez, on va teaser ça pendant toute la série. Franchement, vous allez rien apprendre de plus d'ici la fin de la série. Encore une fois, j'ai pas des souvenirs très nets de ce qu'on apprend par rapport à cette scène, mais je crois que quand on la découvre, c'est juste qu'ils remettent le son dedans et qu'ils la remettent intégralement, et c'est à peu près tout, quoi. Il y aura rien de plus que ce qu'on a vu là. C'est oui, bah, son village a été attaqué, et ses parents l'ont mis dans un coin. Point. À quoi ça sert, on verra. Je vais terminer avec le traitement de l'histoire avec, à nouveau, une très grosse facilité scénaristique. On te fait perdre 10 minutes pour te présenter un autre personnage et des animaux qui s'appellent les Blargs, ou les Blorgs, j'ai pas compris lequel c'était. Très beau nom d'alien dans Star Wars. Un Blarg. T'as vraiment l'impression que c'est plus un truc pour une série pour enfants, quoi. Et donc on te dit, ah non, faut absolument que tu apprennes à t'entraîner à utiliser ces animaux-là et que tu les utilises pour aller chercher ta cible parce que le chemin est impraticable si t'es à pied. Les animaux sont bipèdes, comme des humains, ils vont pas beaucoup plus vite qu'un humain. Et genre, le chemin qu'ils sont à traverser, il y a maxi 3 crevasses qui font grand maximum 1 mètre de distance. Mon Dieu, ça aurait été infaisable sans un animal comme ça, quoi. Surtout lui qui a des câbles et des machins partout dans ses manches et ses trucs dans le genre, il aurait pas du tout pu trouver un moyen de parcourir le truc à pied, quoi. Comment, et l'épisode fait quand même que 36 minutes. Que 36 minutes pour le premier épisode sur une série qui doit en faire 45 ou 1 heure, quoi. Alors faut faire attention, le format 1 heure en série, en principe, n'existe pas vraiment. Ça a commencé à être créé avec la VOD, mais en principe, quand on dit qu'un épisode fait 1 heure, c'était pub inclus. Ce qui fait qu'en fait, en vérité, le format, c'était 42 ou 52 minutes, je crois. Ne même pas être foutu d'en faire 36, quand t'as le temps de faire ce que tu veux, et que t'es du Disney, etc. Plus de 36, je veux dire, c'est quand même assez dingue, quoi. Mais donc ouais, c'est juste trouver un moyen de faire traîner le scénario du premier épisode pendant quelques minutes de plus. Eh ben, on va faire en sorte que le personnage, il ait besoin d'entraîner un animal avant d'avancer. Génial. Mais ça va nous permettre de faire la transition sur, alors je crois qu'il s'appelle Quill. Quill, c'est Q-U-I-I-L. Ça, pour le coup, c'est un nom à la Star Wars. Tu sais pas comment le prononcer quand tu le vois écrit. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un nom à la Star Wars, ça. Blurg. Lui, il a un truc intéressant, c'est par rapport au travail du lore de Star Wars. C'est un personnage qui a une maxime, qui a une petite phrase qui va sortir régulièrement, c'est I have spoken. J'ai parlé. J'ai pris ma décision. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que ça reprend pour le coup le style habituel de Star Wars. Star Wars c'est une série qui aime bien les petites phrases qui viennent régulièrement, les petites formules qui permettent du coup que les gens retiennent et qui permettent du coup de retenir vraiment l'univers et le truc avec évidemment May the Force be with you, the Force is strong with you. Donc que la force soit avec toi, la force est forte en lui, j'ai un mauvais pressentiment, I have a bad feeling about this. Donc c'est vrai que du coup faire revenir une petite phrase comme ça travaille du coup le fait que on est dans l'univers Star Wars, on est dans un monde à la Star Wars, dans un monde à la Star Wars, les gens ont des petites phrases comme ça qui sortent un peu régulièrement. Ce qu'on retrouve du coup, c'est les diverses races d'aliens qui sont centrales et intégrées au scénario, qui sont des personnages qu'on voit régulièrement, souvent pendant une bonne partie du scénario, avec des prothèses sur le visage. C'est bien du coup qu'il y ait des créatures partout, le truc c'est que des fois ils savent pas les implémenter correctement dans l'univers qu'ils font. Il y a une planète qui est donc où une grande partie une planète de neige et une grande partie du coup est recouverte de glace. Et les gars, ils foutent leur parking de vaisseau sur la glace, à plusieurs milliers de kilomètres de la partie où il y a de la terre et où tu pourrais être tranquille, quoi. Il faut quand même être con, faut quand même être très très con pour inventer un truc comme ça. La série va donc beaucoup se nourrir du lore de Star Wars, et notamment le Mandalorien, il y a longtemps qu'on voit des Mandaloriens dans Star Wars en vérité, depuis le Holiday Special, qui est le contenu Star Wars, qui a introduit le personnage de Boba Fett. La première fois qu'il est apparu dans Star Wars, c'était dans le Holiday Special, dans un segment animé. Et dans la série, ils lui font reproduire ce qu'il faisait dans le truc animé, c'est-à-dire qu'il a une sorte de gros stick, là, de gros bâtons qui envoie des chocs pour permettre à des grandes créatures qui dans des marécages ou des trucs dans ce genre-là de partir. Et là, il fait la même chose avec la créature dans l'océan glacé qu'il essaye de détacher de son vaisseau. Et le personnage qu'il a capturé fait une référence très claire au Life Day, qui est l'équivalent de... Alors, pas exactement... Au niveau de la période et des idées qui sont suggérées, ce serait plutôt Thanksgiving, mais c'est une idée de partage, de se réunir, etc. Mais comme ça s'appelle Life Day, tu vois qu'il y a beaucoup plus un rapport avec la nativité, avec Noël en général, quoi. Donc du coup, je sais pas comment ils le gèrent.
Ça fait beaucoup marrer des gens qui connaissent le lore de Star Wars, mais en principe c'est pas censé être canon, ce genre de truc, donc ils font des trucs un peu bizarres juste pour le principe de faire des références et d'utiliser l'univers quand même. Eux peuvent décider de le recanoniser s'ils le veulent, hein, mais bon. Et puis enfin, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais le dire en un coup là, on travaille le lore des Mandaloriens, on découvre leur univers, on découvre la forge, on découvre leur honneur, leur culture, etc. Ce qui est plutôt intéressant, ce qui est plutôt bien fait. Et dernier petit point, mais pour rester un peu raccord avec ce qu'ils ont fait avec The Last Jedi aussi, il y a un moment où le mec dit clairement merde, j'ai pas assez d'argent pour payer l'essence. Ce qui est un truc, alors, moi et plusieurs personnes on a dit les problèmes d'essence n'existaient pas avant dans Star Wars. Sauf cas évident, genre l'épisode 1, la menace fantôme, où plusieurs personnes ont rappelé que le vaisseau de la reine se pose sur Tatooine parce qu'ils sont à court d'essence, et on a un moment où Anakin doit gérer l'énergie de son speeder pour pouvoir gagner la course. Le vaisseau d'Amidala a été attaqué, on a endommagé son moteur, donc évidemment que tu as besoin de rentrer et que tu vas perdre l'énergie qui l'alimente, quelle qu'elle soit, si tu as un choc quelque part, donc c'est logique. Et c'est exactement ce qui arrive aussi à Anakin quand il fait sa course de speeder. On peut accepter des problèmes d'essence quand ils sont logiques. Quand tu me dis simplement que ton vaisseau a pas suffisamment fait le plein d'essence pour avancer tout droit plus de 48 heures, pour un vaisseau qui a l'habitude de faire des grosses distances spatiales, c'est un truc qui fonctionne pas. C'est pas que c'est pas logique qu'il y ait des problèmes d'essence, c'est que c'est pas logique que ce soit amené comme ça en fait. T'es pas censé avoir un problème d'essence juste parce que tu continues à avancer tout droit. C'est pas censé être quelque chose qui te pose problème. Bon, surtout que l'univers fonctionne pas comme ça, t'es pas censé utiliser ton moteur constamment pour avancer tout droit, mais bon, c'est autre chose. On va revenir maintenant, puisqu'on a fait l'histoire et l'univers, sur une partie du style donc de The Mandalorian. On a donc un travail de la lumière et de la pénombre, des basses lumières, on a beaucoup de plans larges, malgré le fait qu'on tourne tout en studio, on a beaucoup de plans larges, pour donner une sensation de grandeur, de grandiose en général, qui est ce qui doit aller avec Star Wars. Tu es censé être dans un univers qui est tellement vaste que tu peux placer la caméra n'importe où et tu verras quelque chose. La question c'est est-ce que tu as assez d'argent pour le filmer, est-ce que tu as la technologie pour le faire, et là pour le coup ils l'ont. Donc on a beaucoup comme ça de travail des plans larges qui sont assez jolis, assez beaux et qui sont très bien habillés, très bien cadrés, très bien faits, très bien composés. Un autre truc qui est intéressant, c'est comment gérer les figurants pour donner l'impression que ce monde est vivant. Si vous regardez cet épisode-là, je pense grand maximum vous pourrez pas compter en un seul plan plus d'une vingtaine de personnes présentes à l'écran. Et c'est comme ça qu'en fait que tu découvres les astuces pour pouvoir t'en sortir avec un petit budget. Tu veux faire en sorte que tu aies l'impression que le truc grouille de monde alors que tu as 20 figurants sous la main. Tu fais simplement des plans plus rapprochés, et comme tu es censé suivre un personnage principal qui est le Mandalorien, c'est plutôt logique, enfin facile de trouver des façons de serrer les plans sur lui. Donc on a quelques plans comme ça où il se promène dans la rue, et genre juste dans l'angle de la caméra, t'as un personnage sur le bord du cadre, t'as 10 personnes, enfin un groupe de 4-5 personnes derrière qui est en train de faire un truc, t'en as deux autres qui sont en train d'avancer dans deux directions différentes, et la caméra le suit lui. Et du coup, ça te permet d'avoir l'impression que le truc est très vivant, très habité, parce qu'en plusieurs plans, tu vois plusieurs figurants, tu vois plusieurs trucs, même des gens maquillés. Mais en fait, chaque plan a été tourné totalement indépendamment. On a à chaque fois récupéré les 20 mêmes figurants pour les foutre dans des positions différentes avec des costumes différents. Et c'est comme ça que du coup, tu fais en sorte que la planète ait l'air vivante alors que t'avais fait pas grand chose de vivant au tournage. On en reparlera dans les derniers épisodes de ça. Finir sur deux aspects de réalisation que j'ai pas abordés. On a, quand on filme le vaisseau dans l'espace, c'est vachement intéressant, mais ils ont fait, et c'est la première fois je pense qu'on fait ça depuis les débuts du cinéma numérique, ils ont fait des plans sur des maquettes de vaisseaux spatiaux, et non pas des plans numériques. Le vaisseau du Mandalorien, tout en métal, a été construit, un modèle réduit, et un mec a filmé ça avec un appareil photo DSLR, quoi, un appareil photo qui fait aussi caméra numérique, parce que leurs capteurs sont pas aussi, et la vidéo qui sort sont pas aussi bons que les caméras professionnelles qui sont ultra précises, et donc du coup si tu filmes une miniature avec ça, tu peux avoir l'impression qu'il est à taille réelle, parce que le capteur va pas être assez précis pour te faire voir les micro-défauts qui sont inhérents à des maquettes en fait. Et c'est vrai que ça rend incroyablement bien, et quand tu fais un truc métallique et que tu peux travailler les lumières en plus, etc., tu peux ajouter un autre fond derrière et tout, avec l'éclairage, c'est vrai que ça rend incroyablement bien. Le truc, c'est que pour moi, au final, tu peux pas faire la différence. Si je vous l'avais pas dit, je pense que vous n'auriez pas vu que ces scènes avaient un truc en plus, ces scènes avaient un truc particulier, et vous aurez probablement, je fais vraiment un vous général parce que tout le monde gueule contre les effets spéciaux, vous auriez probablement gueulé contre les effets spéciaux en disant ouais, le vaisseau, pour moi c'est ça le truc, c'est si tu le filmes en vrai, t'arrives pas à te rendre compte que c'est filmé en vrai. Donc pourquoi est-ce qu'on cache les couilles quand c'est filmé avec un ordinateur? Les gens disent mais du coup tu sais que c'est pas là, tu sais que c'est un effet spécial, tu sais que c'est un trucage. Tout dans le cinéma est un trucage et un truc qui n'est pas vraiment dans ton écran. Il y a même des trucs que parfois on a dessiné, on a peint les éclairs de l'empereur, on les a peints sur un truc, vous croyez vraiment qu'ils sont pas là, enfin, moins là que d'autres éclairs faits en 3D. Et pour moi c'est juste psychosomatique quoi. On vous a dit que c'était un truc fait en effet spécial et vous dites du coup ça a pas l'air vrai. Si on vous le dit pas, vous voyez juste une image, vous pensez que c'est totalement vrai et vous êtes complètement bluffé.
Mais bon. Le dernier truc que je voulais noter, c'est la musique. La musique est vraiment vachement intéressante. Je crois qu'elle a été composée par le même mec qui a bossé sur Black Panther. Je vérifie ça tout de suite. C'est ça, la musique a été composée par Ludwig Göransson qui a fait la musique pour Black Panther et pour les Creed, en gros voilà, pour tous les films de Ryan Coogler. Et en fait, il a fait une musique qui est pas du tout traditionnelle pour du Star Wars. La musique traditionnelle de Star Wars, c'est la musique symphonique. Le néo-hollywoodisme, c'est-à-dire une musique symphonique qui est faite pour être en synchrone avec les émotions et pour transmettre les émotions du coup qui sont visibles à l'écran. C'est pour ça qu'on a des thèmes spécifiques pour chaque personnage, des thèmes pour l'amour, des thèmes pour machin, on a des thèmes spécifiques qui peuvent ensuite revenir et faire des leitmotifs qui se répètent dans différentes compositions. Il a donc voulu aller dans un style assez différent et un peu hip-hop, un peu électro, c'est un peu son style, quoi. Le mec qui a bossé sur Creed, etc. et sur Black Panther, c'est un peu plutôt le style hip-hop qui l'intéresse au niveau musique. Et il a réussi en fait à intégrer ça parfaitement dans Star Wars, notamment parce que sa musique reprend des sonorités de Star Wars. Il y a une musique qui démarre dans la première scène, il me semble, quand l'animal attaque le vaisseau, et la musique se comporte comme certains cris d'animaux qu'on a introduits dans Star Wars, ou comme certains bruits de vaisseaux qui ont toujours ce côté ce vombitement, ce truc qui est assez particulier. Et quand tu connais l'univers Star Wars, cette musique, même si elle est très étrange, te rappelle Star Wars instinctivement à cause de cette proximité sonore dans la musique, entre la musique et les sons habituels de Star Wars. Voilà. Sur le premier épisode, ça vient de me prendre beaucoup plus de temps parce que j'ai dû refaire des trucs sur l'esthétique et sur la mise en scène. Vous inquiétez pas, ça ira beaucoup plus vite après, notamment parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter dans les épisodes qui suivent, en particulier le deuxième. Donc voilà pour ce que je pouvais dire pour le premier épisode, et passons du coup à la suite. Deuxième épisode, The Child, qui chronomètre à 32 minutes, incluant un résumé de l'épisode précédent de 1 minute et un générique de 3. Ce qui veut dire qu'il atteint même pas les 30 minutes avec l'épisode tout seul, quoi. Rien à raconter, et donc c'est le début des filler episodes, les épisodes de remplissage du Mandalorian. Je vous ai dit au tout début, le Mandalorian c'est en dents de scie. Il y a un épisode qui raconte quelque chose, un épisode qui raconte rien, un épisode qui raconte quelque chose, un épisode qui raconte rien. Et c'est comme ça pendant tout le truc, jusqu'à l'épisode 8. Quelques rares exceptions près. L'épisode s'intitule The Child, mais il se concentre pas du tout sur le bébé Yoda. On découvre effectivement un élément sur le bébé Yoda dans cet épisode, c'est le fait qu'il a la Force, parce qu'il utilise la Force pour défendre le Mandalorien contre une créature qui allait le tuer. Des gens disent que c'est la créature qui est dans l'arène de combat dans l'épisode 2, mais elle a 2 cornes en moins, je crois, que celle qui est dans cette arène. C'est une autre créature qui est inventée, mais ça se ressemble un petit peu, effectivement. Et en fait, le truc, c'est que le Mandalorien veut retourner à son vaisseau, et quand il retourne à son vaisseau, il découvre que des Jawas, qui à ma connaissance étaient censés être propres à Tatooine, mais apparemment ils existent partout dans l'univers, ce sera pas impossible, vu que c'est des mecs qui veulent récupérer des trucs qui traînent partout, mais du coup, si c'est des mecs qui récupèrent les trucs qui traînent, qui récupèrent les vaisseaux délabrés et tout dans ce genre-là, comment est-ce qu'ils auraient de quoi traverser l'espace et voyager, etc. Alors que justement ils font que récupérer des morceaux et des machins. Mais donc voilà, on a des Jawas qui viennent voler des pièces du vaisseau du Mandalorien, donc il peut pas partir tout de suite. Donc l'histoire peut pas continuer tout de suite. Donc il faut que le Mandalorien aille chercher les Jawas pour récupérer ces pièces. Il pourrait tous les buter, mais non, ayant rencontré Quill l'épisode d'avant, il va essayer de négocier pour récupérer ça. Et il négocie comment? Il négocie en allant buter une créature afin de récupérer son œuf, uniquement pour que les Jawas les mangent. Et je vous ai dit que cette série était presque anti-vegan dans son message, donc on avait le mec qui regardait l'autre en train de cramer dans l'épisode d'avant, et là on démarre déjà avec un premier plan où Yoda avale une grenouille vivante entière. Ça te rappelle bien quand même que bah oui, t'es censé bouffer en mangeant d'autres choses qui sont vivantes en fait. Si vous y réfléchissez, même les plantes elles sont vivantes avant qu'on les bouffe. On bouffe le monde vivant, c'est comme ça que le vivant s'entretient, c'est en bouffant d'autres vivants. Mais en plus, du coup, là le mec, et pour le coup c'est là que c'est un peu dégueulasse et vicieux et que c'est un peu le discours du truc, c'est pas mal de manger de la bouffe, faut juste le manger raisonnablement. Là en fait ils sont allés faire buter au Mandalorien une mère, une créature qui avait rien demandé, qui vivait au fond de sa grotte et qui faisait chier personne, uniquement pour récupérer son œuf et le bouffer comme si c'était vraiment un plat. J'ai le mot delicacy qui me vient en tête, parce que c'est un terme anglais, mais je sais
je sais pas comment, une friandise, un machin, enfin c'est un mets très particulier en fait, que les Jawa du coup aiment bien bouffer. Ce qui est l'équivalent en gros des mecs qui veulent aller chasser des animaux extrêmement rares juste pour entretenir leur collection, monter leur tête sur des machins, etc. Enfin c'est ça quoi le truc, c'est quelque part là on nous montre d'un côté Bébé Yoda qui suit la chaîne naturelle de la vie, et de l'autre les Jawas qui font ça juste pour leur plaisir et pour leur connerie, pour des trucs qui sont inutiles en fait. Ce qui est plus à dénoncer que bouffer un porg parce que bah, t'as rien amené dans le vaisseau et t'as rien à bouffer sur ta petite île pourrie et t'as pas forcément envie d'aller bouffer, enfin téter les mamelles de la vache de merde à côté. Voilà, donc ça m'a beaucoup fait marrer à ce niveau-là. Il y a un autre petit truc, c'est qu'on commence à confronter le personnage du Mandalorien au bébé, confronté de façon en termes d'histoire, quoi. Comment est-ce qu'on écrit l'histoire, on commence à confronter les deux personnages, puisque l'armure du Mandalorien vient de la mythologie de Star Wars, oui, le mythos de Star Wars, du lore de Star Wars, mais du coup c'est utilisé ici de façon métaphorique, puisque l'idée c'est qu'en gros cette armure physique que porte le Mandalorien, c'est une armure psychologique qu'il porte pour ne pas se rapprocher du monde qui l'entoure, pour ne pas pour ne pas devenir proche des gens, probablement à cause du traumatisme de son enfance et des parents qu'il a perdus. Et donc, le but, c'est de le voir perdre son armure petit à petit. Et ce qui est paradoxal, c'est que petit à petit, il construit son armure de Mandalorien, mais au fur et à mesure, il perd justement également son armure. Peut-être quelque part que l'idée, c'est qu'en regagnant son honneur de Mandalorien, il perd ce besoin d'avoir l'armure psychologique, et du coup, son armure physique lui suffit, et n'est utilisée que pour ça, peut-être. Mais je trouve que c'est quand même mal foutu parce que depuis le premier épisode, tu le vois du coup tomber très facilement pote avec les gens, quoi. Tu le vois donc être pote avec le droïde alors qu'il dit qu'il déteste les droïdes en particulier au bout d'une minute. Bon, il le bute après, mais uniquement parce que le truc a envie de buter un bébé et que lui en a pas envie. Tu le vois se devenir pote avec Quill, rapidement, mais tu le vois quand même devenir pote avec Quill. Et du coup, bébé Yoda aussi, et tu te dis, du coup, au final, ben... T'as pas vraiment senti sa carapace, quoi. Là, on est au deuxième épisode, il est déjà en train de proposer à un mec de rejoindre son équipe et de travailler avec lui dans son vaisseau. Donc l'armure, elle tombe vite. Elle tombe très très vite, quand même. Et puis alors, un autre petit truc qui marche pas au niveau de l'histoire, mais donc, faut absolument avoir un blorg pour aller là où tu veux aller, il y a pas d'autre moyen, il y a pas d'autre chemin, etc. Il faut que tu aies un blorg, il faut que tu l'éduques. Épisode 2, il vient de finir de récupérer le bébé Yoda, bah il rentre par en dessous de là où il a marché au-dessus la fois d'avant, où il peut tout à fait marcher tranquillement et sans aucun souci, et en plus il est à l'ombre, donc il est protégé de la lumière même, parce que dans son armure ça doit être facilement un four. Donc il y avait aucune raison de le faire monter un blorg et de le faire éduquer dans l'épisode d'avant, c'était juste pour gagner du temps dans l'épisode d'avant, parce que sinon ça ne sert absolument à rien. Mais vraiment rien du tout, quoi. Il y a des gens, parce qu'il y a toujours des maniaques de Disney Star Wars qui veulent faire genre qu'il n'y a pas de problème dedans et qu'on est juste fou à repérer des problèmes dans les trucs qui vont pas, qui ont été dire ouais mais il y a peut-être deux chemins différents et peut-être qu'il y en a un qui est plus pratique à l'aller et l'autre au retour. Si tu peux le faire au retour, tu peux le faire à l'aller aussi, il y a aucune raison que le chemin soit plus facile dans un sens que dans l'autre. Encore celui du dessus, il y avait des fausses et des machins, peut-être il y en a une qui aurait pu être différente à l'aller au retour, mais là quand tu marches en dessous du truc et que t'es tranquille depuis le début, enfin, vraiment non, il y avait aucune raison de lui faire emprunter un autre chemin avant, quoi. Juste, alors faire traîner et peut-être aussi construire un peu sa relation avec Quill, parce que Quill du coup va revenir plus tard dans la série, mais sinon c'est vraiment totalement inutile, quoi. Juste l'a dit au passage, cet épisode est peut-être pas forcément là que pour remplir du vide. L'autre possibilité, c'est aussi que ce soit là pour permettre d'expérimenter le tournage avec leur nouvelle technique et leur nouvel écran, dans certaines conditions. Là, notamment, les conditions d'une course-poursuite, avec des plans rapprochés sur le personnage, mais aussi l'intégration d'un décor construit sur le studio avec le reste d'un autre environnement. Et donc, je pense que c'est ça le truc, c'est d'essayer aussi, dans cet épisode-là, de tester juste une nouvelle technique de réalisation qui permettrait de faire des choses qu'on pourrait pas faire d'habitude avec cette technique-là. Donc ça peut servir à ça, mais scénaristiquement, ça n'a aucune raison d'être là, ça vient vraiment comme un cheveu sur la soupe, quoi. Mais c'est vrai que vraiment le but c'est de tester cette technologie parce que ils essayent de faire des choses avec qui n'ont jamais été faites, quoi. Il y a une scène qui se déroule ici au coucher de soleil. Alors déjà on va travailler des contre-jours avec le coucher de soleil, ce qui est plutôt intéressant. Il semblerait que le panneau LED soit capable de reproduire vraiment la lumière du soleil au point de pouvoir créer des lens flares. Il semblerait que vraiment il est probablement en HDR. Il ait la possibilité d'avoir des LED qui éclairent relativement normalement et tranquille et sans que ça éblouisse la caméra. Et d'avoir à certains points des LED qui vont éclairer vraiment à la puissance maximum pour avoir la puissance d'un vrai gros spot, et ça semble pouvoir reproduire un flair de soleil quand on le filme avec la caméra et tout, donc ce truc est quand même assez dingue. Ça permet aussi, cette technique, de tourner des couchers de soleil pendant autant de temps que tu veux.
La lumière naturelle, en cinéma, est très compliquée à obtenir, et en cinéma et en série, et en général, la lumière naturelle est très compliquée à faire dans quelques formats que ce soit, et c'est pour ça qu'on l'évite dans les séries, parce que les séries, on doit souvent aller vite. Tu dois te préparer assez longtemps pour être sûr que ton plan passe bien, et que tu vas pouvoir profiter des 15 à 30 minutes, c'est rarement une heure complète, des 15 à 30 minutes dans lesquelles tu vas avoir un beau soleil couchant avec le ciel rosâtre, un petit peu de vert, un petit peu de bleu azur, un peu de machin, un truc qui est de la gueule, quoi. Avec cette technique, tu peux du coup te permettre de tourner un coucher de soleil 5, 6, 7 fois, une journée entière si tu veux, le soleil sera toujours à la même étape dans l'écran, quoi. Quelque part, c'est un peu le truc qui me déçoit avec cette technique. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le cinéma numérique, en disant, bah du coup, quand il y a un truc qui est un peu farfelu, on sait que c'est du numérique. Oui, enfin, quand il y a un truc qui est farfelu dans n'importe quel film, on a toujours su que c'était un trucage. Je veux dire, quand j'ai regardé l'histoire sans fin, je pensais pas qu'il y avait vraiment des mangeurs de pierre quelque part. Je savais que c'était de l'animatronique, que c'était un truc, un effet spécial et un trucage, quoi. C'est pas parce que tu sais que c'est un trucage que ça marche pas ou que c'est forcément pas bien. Mais là, le problème, c'est qu'on est en train de donner une esthétique de film à des choses qui ne la méritent pas au sens tournage. Un lever de jour, en principe, ça se mérite. Tu dois le mériter, tu dois rester là, tu dois te lever beaucoup plus tôt pour arriver à la bonne heure dans le truc. Tu dois tout installer pour que toute l'équipe soit prête à tourner quand le soleil va se lever. Donc généralement, tu débarques vers 3-4 heures du mat pour avoir 2 heures pour mettre le matériel en place. Et à 6 heures, 5-6 heures, quand le soleil commence à se lever, tu peux peut-être espérer être prêt et faire du coup un beau lever de jour. C'est un challenge. Et là, du coup, tu le fais, c'est plus un challenge. Non, je fais sélectionner mon fond vert sur machin. Limite, c'est comme un youtubeur qui fait des vidéos, quoi. Je vais sélectionner une petite photo, là, dans un stock de photos quelconque, avec un petit lever de soleil, puis je vais la foutre au fou. Bon, ils ont pas juste pris une photo, ils l'ont créée eux-mêmes avec leur logiciel. Mais enfin, c'est quand même pas la même chose, quoi. Il y a probablement un truc qui est déjà intégré dans le système pour gérer la nuit, le jour et différents trucs. C'est le but, hein, c'est de créer des décors naturels et de les éclairer à peu près naturellement. Donc, je suppose que tu peux le faire. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'ennuie en fait. C'est c'est ça le truc. Vous êtes perdu. Vous êtes déjà perdu avec Netflix sur ce qui fait la différence entre un film de cinéma et un film, un téléfilm, qui est principalement une question de budget et de temps de tournage. Et vous êtes là à faire du oh mais quand même le film il a de la gueule, il mérite autant. Non, il mérite pas parce que justement le tournage s'est pas passé de la même façon. Vous n'avez pas les mêmes enjeux, vous n'avez pas les mêmes choses à faire. C'est très particulier. Et là, du coup, si, en plus, il y a plus de challenge à faire des plans challengeants au niveau de la lumière ou de ce genre-là, ça va perdre de son importance, en fait. Maintenant, vous allez voir des beaux couchers de soleil un peu partout, et en fait, ça va devenir quelconque d'avoir un beau coucher de soleil. Ce sera plus quelque chose à noter et à regarder. Ou en tout cas, ce sera pas le symbole d'un travail particulier, quoi. Ce sera juste une question purement esthétique, quoi. Alors, c'est bien de libérer l'artiste et de pouvoir faire ce que tu veux. Ça retire quand même beaucoup de la valeur du truc, quoi. À quel intérêt presque de faire un plan soleil couchant si t'as pas eu à travailler ton soleil couchant? La variété au niveau de la lumière, sans doute, mais bon. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils font ça, qui est donc une technologie qui est vachement avancée, et en même temps, si vous regardez les éclairs, il y a un moment, l'armure du Mandalorian est un peu cassée, elle a pris un petit choc, et si vous regardez les éclairs, ils sont faits exactement de la même façon que les éclairs époque Retour du Jedi, etc., etc. Ils ont vraiment été peints, a priori, ils ont été peints à la main et animés image par image pour les quelques images où ça apparaît. C'est pas très compliqué à faire, hein, c'est un truc à peindre, frame par frame, c'est principalement du blanc et puis après tu mets un halo bleu autour et ça te fait un éclair. Et c'est rigolo du coup de mélanger quelque chose de très old school avec une technologie telle que celle qui est constamment à l'image dans cette série, quoi. Mais voilà le truc, c'est que finalement c'est presque ça, c'est de revenir aux techniques old school, c'est vraiment le truc qui te remet du challenge, sinon tu peux tout faire très facilement et en fait ça a plus vraiment de valeur, quoi. Oui, c'est ça qui est particulier, c'est que ça retire la valeur des gens qui le font vraiment. C'est aussi ça qui retire la valeur du cinéma, c'est que des milieux qui, en principe, auraient pas pu faire le même genre d'exploit que le cinéma, se mettent à pouvoir le faire grâce à des astuces très cheap et qui sont vraiment grugées complètement le truc et qui fait perdre son aura au cinéma quand il essaye de le faire pour de vrai. Le cinéma aussi, vous essayez de corriger des trucs, hein, mais généralement, des trucs qu'ils peuvent faire naturellement, ils le font. Dernier truc à noter, au tout début de l'épisode, il y a eu un petit build-up assez sympa, mais parce que la série va pas travailler beaucoup de trucs dans ce genre-là. Le Mandalorian est en train de marcher tout bêtement, on voit des petits lézards qui sont en train de marcher à côté de lui, il y en a plusieurs qui sortent, et au bout d'un moment, tous disparaissent. Et tu comprends que du coup, en fait, depuis le début, tous ces lézards qui apparaissaient, que tu pensais que c'était juste pour le décor, et en fait, c'est un build-up pour te faire sentir qu'il y a quelque chose, il y a un danger qui va arriver. Et du coup, c'est plutôt bien fait et intéressant. Après, j'ai vraiment pas été investi par le contenu de l'épisode, j'ai à peine prêté attention à ce qui se passait avec les Jawa et les machins, parce que voilà. Voilà pour ce que je pensais de l'épisode 2. Passons à l'épisode 3.
Troisième épisode, The Sin, le péché. Un langage que je trouve pas, qui me plaît pas trop dans Star Wars. Mais bon, j'espère que j'ai rien entre les dents parce que je suis en train de me faire une petite salade pendant que je suis en train de me faire le truc. Je suis en train de binge-watcher le truc, quoi, donc je fais quand même ça pendant plusieurs heures de la journée. Et j'espère que j'ai pas un truc caché, coincé dans les dents ni quoi que ce soit. The Sin durait 37 minutes. Sur un format qui est censé être plus proche des 1 heure, encore une fois, ou disons 42-52 minutes. 42, du coup, il s'en rapproche, mais c'est laborieux. Hein. Et dans le résumé du générique, il y a même le générique avec les voix internationales et les trucs dans ce genre-là, quoi. Donc le générique fait vraiment beaucoup plus long qu'il devrait le faire. Donc là-dedans, le truc, c'est qu'il ramène le petit bébé Yoda sur la planète où il a reçu son ordre de mission de la part de Carl Weathers, qui est, je l'ai pas précisé avant, mais qui jouait Apollo Creed dans Rocky, et qui est toujours aussi stylé d'ailleurs. Son personnage est vraiment génial. Et il rend le petit Yoda à Werner Herzog. J'en ai pas parlé du tout dans le premier truc, mais Werner Herzog, c'est un réalisateur aussi, mais aussi un acteur européen. Il est allemand, il me semble, hein, surtout avec un nom pareil, qui est surtout dans des cinémas très auteurs, en fait. T'as pas l'habitude de le voir dans des trucs comme ça. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'en avoir fait le représentant de l'Empire. Ça fait un personnage qui est particulier parce que il semble très faible, très désabusé, et en même temps, tu vois que c'est un fanatique de l'Empire, et tu sens que c'est l'étincelle qu'il fait durer, et que tant qu'il a cette étincelle, et plus il a cette étincelle, plus il est dangereux en fait. Donc ça lui donne une aura très particulière, un méchant très spécial. Sur Werner Herzog, je voudrais noter d'ailleurs que Carl Weathers en parle dans cet épisode, il dit que l'Empire n'existe plus, que l'Empire s'est effondré. Et c'est assez intéressant et paradoxal et problématique parce que on nous a dit que le Premier Ordre était né des cendres de l'Empire, et pour qu'il soit aussi puissant et etc., il y aurait quand même fort à parier qu'ils en sont nés tout de suite. Là, l'idée, c'est que vraiment l'Empire a été battu et il y a genre quelques restes, quoi, qui restent dans un coin avec du vieil équipement, des vieux uniformes, des trucs dans ce genre-là. C'est pas exactement l'idée que t'as en tête dans l'esprit, l'Empire a survécu, quoi. Mais bon, peut-être qu'on va développer ça dans les autres saisons. L'entièreté de Mandalorian est prévue pour se passer pendant l'entre-deux. Et donc, on pourra peut-être en avoir plus dans les prochaines saisons. Il va donc donner le bébé Yoda, et après de longues hésitations, et malgré avoir reçu sa paye, eh bien ça va le travailler quand même d'avoir fait du trafic d'enfants. Ça alors, vraiment personne l'aurait vu venir. Pourquoi pas envoyer directement un Stormtrooper, quelqu'un qui a vraiment pas de morale du coup, parce que bizarrement du trafic d'enfants ça ne lui a pas plu, donc il revient sur sa décision et il va sauver le bébé Yoda avant de repartir avec. Se mettant également à dos toute la guilde de mercenaires dont il fait partie, et forçant ses amis mandaloriens qui vivaient sous terre cachés à sortir de leur trou pour le défendre, parce que this is the way, c'est la voie. Je vous l'avais dit du coup dans le premier épisode, ils entretiennent le lore et les habitudes de Star Wars avec ces petites phrases qui reviennent régulièrement, ces petites maximes un peu répétées. Je voudrais quand même faire remarquer que this is the way et I have spoken font tous les deux 3 mots. Je sais même pas si on peut parler d'une phrase. Il y a celui que je vais faire le complément, d'accord, mais on va quand même. Et c'est quand même léger par rapport à I have a bad feeling about this, ou the force is strong with this one, ou des trucs dans ce genre-là, quoi. Il y a un truc qui manque comme ça, quand même un peu perdu en grandeur, les petites phrases. Mais bon, au moins, il y a ça. Notons du coup, pour terminer d'aborder l'univers de Star Wars avant de passer au reste, que on a plusieurs aliens à nouveau qui viennent peupler ces environnements et les rendre très vivants et très réalistes, et aussi pour entretenir le lore habituel. On a vu quelques Twi'lek dans les rues, on a entendu des gens en parler, les Twi'lek, c'est celles qui ont les deux grosses tentacules pour cheveux. On a vu quelqu'un parler des bains de régénération Twi'lek. On suppose que c'est plutôt une histoire de bain, voilà quoi, sauna un peu hot. Donc tout ça entretient du coup l'univers habituel de Star Wars, et on a quelque chose d'un petit peu différent. J'en ai pas parlé dans le premier, mais on a vraiment un establishing shot intéressant sur la ville dans cet épisode-là, parce que donc cette petite ville dans laquelle se réunissent tous les mercenaires, c'est une ville qui a été soit taillée dans de la lave séchée et refroidie, soit qui a été recouverte pendant un moment de lave ou un truc dans ce genre-là. Et du coup, en fait, on a un environnement qui ressemble beaucoup à Tatooine, avec le style d'architecture habituel, ce qui,
entretient l'idée d'un style un peu universel, que tous ces mondes sont un peu connectés, qui se partagent des trucs, que les cultures s'échangent, etc. Et donc tu peux retrouver des choses qui se ressemblent. Naboo avait des formes assez rondes, qui évoquaient les dômes et les trucs dans ce genre-là, qu'on voyait aussi dans Tatooine, par exemple. Mais le fait de le mettre dans cet environnement particulier, incrusté dans cette lave, donne un aspect très neuf et très nouveau au décor. Je crois pas qu'on avoir déjà vu une histoire dans laquelle il y avait un village qui était saisi dans de la lave. Et qui fonctionnait encore, je parle pas de Pompéi, et du coup ça fait plutôt intéressant, et une belle exploitation, une belle augmentation de l'univers de Star Wars. Pour revenir sur l'histoire, en tout début d'épisode, ils ont un problème quand même avec cette série, c'est que les deux personnages principaux, c'est-à-dire le bébé Yoda et le Mandalorian, ne parlent pas, donc faut trouver un moyen de développer leur relation, et en fait, bébé Yoda est traité un peu comme un chat, une vidéo de chat, c'est-à-dire que il va principalement se bouger, faire des conneries, comme un bébé qui se bougerait aussi pour aller faire des conneries et se mettre n'importe quoi dans la bouche, mais c'est un peu l'idée plutôt, c'est pour dire le truc du chat qui voit un truc, puis qui se lève, qui se rapproche, puis qui commence à jouer dessus avec la patte, puis qui commence à le prendre, et puis... Donc voilà, ça fait... et lui qui est là, non, tu touches pas, puis qui le remet, puis le truc se relève et revient au même endroit, donc ça fait très chat pour le coup, ça. Peut-être très enfant aussi, j'ai pas d'enfant, j'ai eu des chats, donc je m'y connais mieux en chat. C'est un moyen de créer une petite relation entre les deux. C'est facile. Un truc qui est intéressant, c'est que quand la série a commencé, en fait, personne ne savait comment ça allait être The Mandalorian. On savait pas ce que ça allait être comme style d'épisode, on savait pas ce que ça allait être comme style d'histoire. On s'est demandé si ça allait être un peu à la Star Trek, la Planet of the Week, avec chaque épisode une planète, un monstre, des personnages différents à rencontrer, avec qui parler, et un truc qui se résout. Avec peut-être certaines histoires spécifiques qui seraient racontées en plusieurs parties, comme là, par exemple, le truc de Yoda. Peut-être que on a eu 3 cycles de 3 épisodes à chaque fois, ou un truc dans ce genre là, si on avait eu 9 épisodes par exemple. Et en fait, du coup, quand il a abandonné Yoda et qu'il est parti chercher d'autres missions, je me suis dit, ah bah ça peut être intéressant en fait, il va aller faire des missions un peu partout, et peut-être que d'un coup, au cours d'une des missions, il va tomber sur le bébé qui se fait exploiter pour faire je sais pas trop quoi, et qui va donc tout de suite aller le libérer, etc. Et en fait non, ce qui est un peu logique, ça le travaille psychologiquement beaucoup plus tôt que ça, et du coup il retourne le chercher, mais pendant un moment il y a eu ce petit doute, et du coup la série peut surprendre un petit peu. Le truc c'est qu'ils vont pas en faire grand chose du fait qu'il ait récupéré Yoda par la suite. Ils auraient mieux fait de faire l'histoire que je viens de dire moi, mais bon. Vite fait en termes de style, il y a ce petit truc assez basique, mais ce long plan séquence, enfin long entre guillemets, ce plan qui se rapproche du visage du personnage qui est donc masqué par son casque, et donc pour faire sentir qu'il est travaillé, on a ce petit travelling avant de la caméra pour sentir qu'il est en train de regarder au fond de lui, il est en train de se questionner intérieurement, et on se rapproche plus en plus de lui parce qu'il se pose des questions, et quand il se lève la tête, tu sais qu'il a pris sa décision, etc. C'était pas mal en termes de mise en scène, c'est pour ça que j'en parle. On a une deuxième évocation de la destruction du village du Mandalorien par l'Empire, on l'apprend ici, c'est assez peu surprenant dans l'univers de Star Wars. Et il semblerait que sa peur des droïdes, du coup, vienne du fait qu'on l'attaquait avec des droïdes de la Fédération du Commerce. Ce qui fait de poser la question quand même de savoir l'âge qu'a le Mandalorien. Peut-être qu'il a une trentaine et quelques, mais pour avoir connu quand même les droïdes de la Fédération du Commerce qui ont été arrêtés dès que l'Empire s'est réuni en un, qu'on a réuni les séparatistes et la République pour créer l'Empire, normalement on voit plus beaucoup de droïdes, et on n'est plus censé envoyer beaucoup de droïdes faire des trucs. Et si c'est ça qui lui a créé sa haine des droïdes, c'est particulier quand même. Enfin, le principe des droïdes, c'est que tu le programmes, quoi. Donc le droïde, il est pas responsable de ce qui est arrivé, faudrait vraiment être très con. Mais bon, un dilemme foireux, c'est pas la première fois chez Disney. D'ailleurs, pour évoquer un des points de scénario qui est très arrangé, pour te permettre de raconter ton histoire, une bonne tradition de Disney, je vous avais dit dans le premier épisode de faire attention aux détecteurs, du coup, qu'ils utilisent. Et bien maintenant, à l'épisode 3, d'un seul coup, tu peux envoyer un signal à tous les chasseurs de primes qui ont tous un détecteur dans la main, qui, ce qu'on a vu dans le premier épisode nous le dit, est censé être un détecteur spécifique pour une cible spécifique, c'est pour ça qu'il en ramène 4 quand il avait 4 cibles à détruire, et ben là non, tout le monde a son détecteur de poche qui est constamment sur lui, et on peut te reprogrammer à distance pour trouver le Mandalorien, qui, encore une fois, n'a rien qui devrait permettre de le suivre, quoi, de le traquer. Il a pas une puce, il a pas un machin, enfin s'il l'avait, ce serait quand même le plus con des mecs, quoi, tu deviens pas mercenaire avec une puce qui va te traquer n'importe où. Donc, tu sais pas comment ça fonctionne, mais ça y est, du coup, maintenant les gens le cherchent, et ils peuvent le trouver super facilement à cause de ce putain de câble en nylon avec un truc au bout, qui apparemment peut te détecter n'importe où, parce qu'il a décidé de te détecter. Tu sais pas ce qu'il détecte, tu sais pas comment il détecte, tu sais pas comment il te trouve, toi, individu parmi tout le monde, mais ça fonctionne comme ça.
Qu'est-ce que c'est écrit avec le cul, putain de merde? C'est quand même des trucs de base, ça. Vous présentez un truc dans le premier épisode, vous montrez parfaitement comment ça marche. Dans le troisième épisode, vous avez changé tout le système du truc. Et vous, ça vous pose pas de problème d'avoir des problèmes comme ça avec Disney? Pour ceux qui n'auraient pas de problème. Je suppose que si vous regardez mes vidéos, vous êtes plutôt partie des gens qui ont des problèmes avec Disney. De même, par rapport aux choses très bien construites dans l'écriture Disney, épisode 2, tu viens de te faire piquer tout ton vaisseau par des Jawas. Simplement parce que tu l'avais laissé garer dans un truc. Épisode 3, que fait le mec? Il se gare devant une ville de mercenaires et il laisse la porte ouverte. Débile! Tu veux pas aussi mettre des panneaux avec des flèches volées sur le côté du truc, quoi. Enfin, sur la base de la base, un vaisseau c'est une bagnole. Tu gardes pas ta bagnole sans la fermer la portière quand même, merde. Faut quand même être débile. Et tu viens de te faire voler par des Jawas. Tu cherches, merde. Enfin, en termes d'histoire, c'est la première fois qu'on le voit vraiment mener à bien une mission personnelle, hein, pas une mission qu'on lui a confiée, c'est sa mission, donc quand il va chercher Yoda dans le truc des Stormtroopers. Et c'est là, du coup, que tu te rends compte d'à quel point le personnage est puissant et badass, en fait. Tu le vois gérer les Stormtroopers sans problème, tu le vois déclencher un truc d'un côté pour pouvoir les attirer de ce côté-là et pouvoir du coup rentrer facilement d'un autre côté, etc. Donc tu vois qu'il est intelligent, tu vois qu'il s'en sort extrêmement rapidement, qu'il s'adapte à n'importe quelle situation et qui bute avec tout et n'importe quoi, ses armes, les armes de ses opposants, des trucs qu'il peut trouver dans le coin, les petites cordes grappins qui servent en principe à s'attacher ou à se suspendre, qu'il va utiliser pour étrangler un mec ou pour l'attirer vers lui et le poignarder ensuite. Il va retourner donc leurs armes contre eux, des trucs dans ce genre-là. Donc une grande variété d'armes. Tu vois qu'il se laisse jamais surprendre. Dès qu'il y a un truc qui débarque, il a une réaction, il réagit aux cartes de tour, il trouve un moyen de se débarrasser de ce qui lui pose problème et de ce qui le met en danger. Donc ça prouve que c'est un personnage vachement puissant, vachement intéressant, et donc ça nous donne envie de le suivre et de le voir continuer. Et puis il y a son utilisation des petites fléchettes qu'il a à son poignet, qui sont assez faciles du coup, pour le coup, mais qui ont été présentées correctement, qui ont été introduites dans le scénario avant d'être utilisées. Donc on a donc un setup payoff avant d'utiliser le truc. Pareil pour les Mandaloriens qui étaient censés rester sous terre, on a un setup payoff. Et je voudrais noter d'ailleurs encore une fois que la façon de lancer les fléchettes, et même je vous dirais même la pose dans laquelle il est quand il est en train de faire ça, comme par hasard, ça vient de Jon Favreau qui a fait Iron Man. Alors l'épisode, lui, n'est pas réalisé, donc encore une fois par Jon Favreau, aucun épisode n'est réalisé par Jon Favreau, il a écrit les textes. Cet épisode, par contre, est le premier épisode qui vous a été proposé par une réalisatrice, Deborah Chow, et il se trouve que Deborah Chow s'est bien fait remarquer pour avoir fait des choses qui sont plutôt cool et impressionnantes, notamment au niveau des scènes d'action. Elle nous a présenté le premier Stormtrooper kebab de l'histoire de Star Wars. Encore une fois, le côté beaucoup plus sombre, terre à terre, dur et trash de Mandalorian par rapport à d'autres productions Star Wars de la Disney. Et puis surtout, par rapport à la première baston qu'on avait eue dans le premier épisode, le problème c'est qu'elle était pas du tout intéressante et prenante. Le premier épisode était réalisé par Dave Filoni, qui est un mec qui en bonne partie a chapeauté la saga Clone Wars, la saga d'animation Clone Wars à la télé, et qui faisait sa première réalisation live action, qui fait un truc assez mou d'ailleurs, si vous avez remarqué, le rythme est pas très rapide et pas très intéressant. Deborah Chow s'en sort beaucoup plus et fait des choses beaucoup plus marquantes visuellement. Et sa scène d'action est beaucoup plus intéressante que celle qu'avait filmée Dave Filoni à la fin de l'épisode 1. Notamment parce que dans l'épisode 1, en fait, on se focalise, on filme principalement nos personnages qui sont en danger et qui se font tirer dessus. Ce qui fait qu'on a finalement très peu de plans pour voir où est-ce qu'on est dans le décor, voir d'où vient le danger surtout. On voit des tirs qui leur arrivent dessus, tu vois pas trop exactement d'où ils viennent et comment ils peuvent s'en sortir. Là, on a plusieurs plans qui vont nous montrer la source du danger avant de nous la montrer tirer sur le personnage et devenir un problème, et de nous montrer, de nous montrer le Mandalorien gérer ce problème en tirant sur l'ennemi, etc. Donc on a une scène de baston qui gère beaucoup mieux en fait la provenance des dangers, qui est le danger, l'importance du danger, et du coup la scène passe beaucoup mieux et beaucoup plus prenante. On a aussi un personnage qui est beaucoup plus en difficulté, parce qu'il est vraiment cerné de partout, alors que dans l'autre épisode, ils étaient au moins deux, ils pouvaient s'échanger les coups, enfin les coups étaient répartis entre les deux plutôt. Donc c'est vrai que c'était pas exactement la même façon. Là vraiment la baston est très très bien gérée, sachant qu'en plus pendant toute la baston, il doit protéger le bébé Yoda. Donc ça lui rajoute un enjeu en plus, une difficulté en plus pendant la baston, et il s'en sort parfaitement malgré ça, et là tu prouves la valeur de ton héros. Un héros se prouve à la rapidité à laquelle il peut prendre des décisions, et à quel point est-ce qu'elles peuvent être compliquées à prendre. Notamment par exemple, décider d'aller contre tout le code d'honneur des mercenaires que t'as depuis des années, etc. Ça prouve justement une certaine valeur de ton héros. Tu peux envoyer chier tout un tas de règles et de dogmes, si jamais tu te rends compte qu'ils sont pas bons et si tu vois que la meilleure voie est en danger en fait. Enfin, je sais pas si ça vient du script ou si ça a été décidé à la mise en scène, il y a un setup payoff vachement intéressant des plaques de Carl Weathers,
qui du coup fait que la scène est acceptable, malgré le fait encore une fois qu'il ait laissé la porte ouverte, ce con. Et on a aussi un setup qui sera intéressant pour les épisodes d'après, avec les fameux jetpacks des Mandaloriens. Tous ceux qui connaissent les Mandaloriens savent que les Mandaloriens ont des jetpacks, et c'était même un peu la base de leur stratégie d'attaque. C'est pour ça que c'est un peu surprenant de le voir lui sans jetpack, mais comme toute la civilisation s'est effondrée et qu'on leur a piqué leur métal, tu comprends que ça peut être un peu compliqué. D'un autre côté, apparemment c'est le mec qui s'en sort à peu près le mieux, et tous les autres ont quand même des jetpacks. Je comprends pas pourquoi lui en a pas un, si ce n'est créer une progression dans le scénario. C'est un peu ça le truc qui est chiant, c'est que, ouais, t'as une mise en place du truc, t'as un setup payoff du fait qu'il va récupérer son jetpack ensuite. Mais il devrait pas avoir à récupérer un jetpack. Ça fait c'est un peu la base du Mandalorien, quoi, d'avoir son jetpack et de pouvoir attaquer. Et comme ils en ont déjà tous, manifestement ils sont pas en rupture de stock, ils pourraient enfiler un au Mandalorien, donc il y a pas de raison véritable qu'il y ait des trucs, si ce n'est, ça va nous permettre de créer un arc dans l'histoire. Non mais ton arc il est pas censé être là en fait. Donc ouais, c'est tout le problème du Mandalorien. Du très bon et du très mauvais qui se côtoient de très très près. Généralement d'un épisode à l'autre, mais parfois dans le même épisode. Donc voilà pour l'épisode 3, je pense que la vidéo va déjà être assez longue, donc vous savez quoi, on va faire une petite pause ici, et je vous ferai la suite de mon retour sur la série de Mandalorian plus tard dans la semaine. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, regardez des films, ou des séries. Ciao!